général. Cette nouvelle fonction lui a permis de lancer la marque Premium Chérie en Côte d'Ivoire. En 2023, de gros défis l'attendent avec l'arrivée de nouvelles marques telles que Jetou, BAIC au sein de Stadar Motor Côte d'Ivoire. Merci d'acclamer M. Jean Takou ici présent. Concernant le deuxième panéliste, M. Jean-Marc Kwame, qui se retrouve ici au milieu. M. Jean-Marc Kwame Moreau est consultant senior associé gérant du cabinet PME Conseil, basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est diplômé de l'Institut national, de l'Institut de formation plutôt aux affaires de gestion, IFAC Business and Management School de Lyon en France, où il a obtenu un master 2 grade Bac+5 avec une spécialisation en management et audit financier des risques. S'ajoute à cela antérieurement l'obtention d'un bachelor grade Bac+3 en finance d'entreprise et intelligence économique des Sciences Po Aix-en Provence. Durant son parcours professionnel, Jean-Marc Kwame Moreau a collaboré avec des cabinets de conseils internationaux de renom en France et en Côte d'Ivoire. Il a eu également à collaborer avec des personnalités politiques de premier rang en Côte d'Ivoire, en France et au Gabon sur les questions de politique publique. Ses travaux de recherche concernent principalement l'économie, la fiscalité et les politiques publiques. À ce jour, il accompagne la Société Générale Côte d'Ivoire en tant que chargé de programme et la Fondation Friedrich Naumann en tant que consultant. Merci d'acclamer ici M. Jean-Marc Kwame, ici présent. Malheureusement, on avait prévu avoir un troisième panéliste, mais malheureusement, pour des raisons personnelles, ce panéliste sera absent. Donc, étant donné qu'on a deux personnes de qualité, on fera de notre mieux pour pouvoir couvrir l'événement ici présent. Alors, pour débuter, nous allons essayer de contextualiser un tout petit peu le thème de notre panel, où nous parlons ici de d'efficience des infrastructures. En termes d'efficience d'infrastructures, ce qui est recherché ici, c'est la capacité en fait, de ces infrastructures-là à pouvoir fournir des services de qualité. Et pour pouvoir atteindre ces différents services de qualité, là, il y a un certain nombre d'éléments à minimiser, notamment les coûts, la combustion, les perturbations et également les impacts environnementaux. Et pour y arriver, il y a un certain nombre de critères, notamment la rapidité, la sécurité, la capacité, la durabilité et la rentabilité. En Côte d'Ivoire, nous avons l'État a déjà mené un certain nombre de travaux importants en ce qui concerne l'efficience de nos infrastructures et cela se demande par notre capacité de développement. À date, en ce qui concerne toutes nos différentes infrastructures routières, en Côte d'Ivoire, nous comptons actuellement pratiquement 7500 km de routes bitumées, dont 250 km d'autoroutes et 74 500 km de routes en terre en 2020. Et l'État prévoit d'atteindre 9 500 km de routes bitumées en 2025, ce qui équivaut en total à 81 993 km de réseau routier et qui représente pratiquement 50% de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Alors, concernant les ports, il faudra remarquer qu'on a actuellement deux ports assez importants, le port d'Abidjan et le port de San Pedro. Et le port d'Abidjan est celui qui représente dignement notre pays, puisqu'en termes d'importation nationale, nous sommes à pratiquement 17 millions de tonnes et 7 millions de tonnes en termes d'exploitation en 2021. Au niveau des voies ferrées, nous utilisons principalement ces voies-là pour le transport de marchandises, en particulier l'exploitation du cacao, l'une des principales productions agricoles du pays. Et les réseaux ferroviaires ivoiriens est pratiquement de 660 km de voies ferrées, soit l'un des plus longs de l'Afrique de l'Ouest. En termes de transport aérien, nous avons l'aéroport d'Abidjan, qui arrive à desservir un certain nombre de flottes, notamment au niveau international, régional et dans la région ivoirienne, à travers Boaké, Korogo, San Pedro. Pour revenir au vif du sujet, nous avons un certain nombre d'objectifs à atteindre à travers ce panel-là. Donc, le premier objectif ici, c'est de pouvoir présenter un aperçu de la situation actuelle de nos infrastructures de transport en essayant de mettre en évidence toutes les réussites, les lacunes et également les opportunités d'amélioration qui pourraient s'y prêter. En deuxième point, nous allons essayer de démontrer comment ces infrastructures de transport-là accroissent en fait la connectivité interne et externe au niveau de la sous-région pour le soutien au développement économique de la Côte d'Ivoire.
En troisième point, il sera question de proposer des solutions et des actions assez concrètes avec une approche de solution qui permet la construction et l'entretien de nos différentes infrastructures de transport modernes et performantes, essentiellement pour une économie compétitive et productive. En dernier point, il va s'agir ici de favoriser la collaboration et même un dialogue en offrant une sorte de plateforme de discussion et d'échange entre les différents acteurs de nos différentes industries. Là, nous rentrons principalement dans le sujet. Donc là, je vais m'adresser maintenant aux différents panélistes et commencer par M. Jean-Marc Kwame. Alors, ma première question concerne principalement l'évaluation globale en fait, de l'état actuel des infrastructures de transport en Côte d'Ivoire. Alors, selon vous, comment pourrons-nous évaluer cette évolution-là? Quelles ont été les principales réussites jusqu'à maintenant concernant l'évolution et l'efficience de nos infrastructures? Ok, bonjour à tous. Merci Joël. Comme tu as pu l'expliquer tantôt, tu as fait la Côte d'Ivoire regorge à peu près de 90 000 km de route. Si l'on 90 000 à peu près, 75% de ces kilomètres de route, c'est la terre. Voilà, 75%, ça parle un peu plus. 25%, ce sont des routes bitumées, dont à peu près 800 km, on va dire, 800 km en avoisine, hein, sinon c'est un peu moins. Sinon 600 km d'autoroutes, et après nous avons des routes secondaires. En termes d'évaluation, on va dire comment on est un bon quantitatif et qualitatif. Si on peut l'évaluer comme ça, on n'aura pas d'indicateur bien précis, à part peut-être le nouvel indicateur des Ivoiriens qui est la pluie. Mais en termes d'indicateurs d'évaluation, d'indicateurs d'impact sur la qualité de nos infrastructures, si l'on parle sur le quantitatif, on a fait quand même un grand bond. Le grand bond va venir d'où? Va venir en termes de routes bitumées. Voilà. Si on se met depuis nos indépendances jusqu'à maintenant, on a quand même un grand bond en termes de routes bitumées. Il y a un effort qui est là. Je ne pourrais pas vous donner un pourcentage précis, mais il y a un gros effort qui a été fait. En termes de routes, d'ouverture de routes, il y en a assez eu, surtout à l'intérieur du pays. Donc il y a eu un gros effort qui a été fait là-dessus, et sans compter les grands programmes, les grands programmes qui concernent, par exemple, le district d'Abidjan, mais aussi toute l'étendue du territoire avec certaines ouvertures et le bitumage de routes. Donc, en termes d'évaluation, hormis un indicateur véritable d'évaluation, en termes de quanti, il y a eu beaucoup d'efforts, c'est à saluer, on peut aller plus loin encore. En termes de qualitatif, beaucoup reste à faire encore, parce que sur pas mal de projets d'infrastructures routières qui ont été faits récemment, notre certificateur par excellence, la pluie, a montré qu'il y avait encore des choses qui restaient à faire. Et quand on refait une route, ça entraîne des avenants, c'est encore de l'argent public qui est mis en avant. Donc, je reste encore sur ma fin, sur le qualitatif. Voilà, voilà pour le moment. D'accord. Alors, donc, Monsieur Jean Takou, je ne sais pas si vous avez un mot aussi à dire par rapport à cette thématique avant qu'on ne puisse avancer sur l'autre question. Oui, bien sûr. En tout cas, je remercie l'assistante d'être venue. Et en tout cas, je remercie aussi le président et tous les membres de DECEN de m'avoir associé à cette conférence. Je pense que l'analyse est pertinente, ce qu'il vient de dire. Pour nous, pour moi, l'infrastructure reste la moelle épinière d'un pays, en fait. Construire un pays, on part d'abord de la base. La base, c'est les infrastructures. Imaginez-vous un pays qui n'aurait pas eu toutes ces routes. Le développement ne serait pas là, en fait. Donc je pense que nos pères fondateurs ont déjà fait l'essentiel. Quand on voit le réseau routier qui a été construit de 1960 à 1980, il y avait l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Et le président Houphouët, il avait fait de gros investissements dans cette période. Et après, on a constaté que la crise aussi est apparue dans les années 90. Et on va dire qu'on a eu quand même une trentaine d'années de crise, malheureusement pour nous. Et de 2000 à 2010,
on va dire de 90 à 2010, il y a eu quand même un frein sur les investissements. Quand on se compare à certains pays de l'Asie qui étaient au même niveau que nous en 1960, ils sont aujourd'hui 10 fois plus que nous en termes d'investissement. Même quand on prend le Maroc qui est juste à côté de nous, à 3 heures d'avion, le Maroc, ils sont très très loin de nous. En termes de réseau ferroviaire, je vais peut-être faire un bond, ils sont à 22 000 kilomètres de réseau ferroviaire, là où nous sommes à 600 kilomètres. Donc je pense que certaines choses ont été déjà faites, mais il faut se projeter en fait. Dans l'analyse, je dirais qu'on a pris beaucoup plus de retard que ce qui a été fait. Donc voici un peu mon premier point de vue sur ce sujet. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, concernant la deuxième question, restant toujours dans cette même veine-là, il y a quand même eu des évolutions par rapport à ces différents éléments. Alors, comment ces infrastructures-là ont pu évoluer, particulièrement les routes? Et quelles sont les zones qui, selon vous, ont encore besoin d'un certain nombre d'investissements assez particuliers pour pouvoir développer notre réseau routier? Pour répondre à cette question, je voulais juste dire que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est quand même très bien planifié en termes d'infrastructure. La planification d'abord avant l'exécution des travaux. Donc, effectivement, je parlais de ce qui avait été fait par nos dévanciers. Oui, il y a eu des routes qui ont été faites et je pense qu'on est quand même le pays de l'UEMOA, le seul pays de l'UEMOA qui avait commencé à avoir une autoroute qui n'arrivait même pas à Yamoussoukro et je pense que ces dernières années ça a été fait. Si vous remarquez très bien les investissements qui ont été faits depuis 1960, nous sommes encore sur les acquis de ces investissements-là. Vous prenez la route, quelle route je vais donner, Abidjan, à Bengourou, ou même jusqu'à Bandoukou. La route qui a été faite, c'est sur cette même route-là que nous roulons encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a eu des investissements qui ont été faits par le premier président de la Côte d'Ivoire. Après, il y a la crise qui s'est invitée quand même on va dire quoi, qui s'est invitée dans la gestion quotidienne de ces hommes politiques qui n'a pas permis de pouvoir achever certaines choses. Donc je pense que les routes qui ont été faites de 1960 à 1990, il y a eu de bons investissements, il y a eu un frein à une bonne période. Aujourd'hui, de 2010 à 2013, il faut reconnaître que l'État actuel a commencé à réinvestir dans les routes parce que, comme on le dit très bien, c'est la route qui précède le développement. Malheureusement, je ne sais pas si je peux aller encore plus loin, la répartition de ce réseau routier ne permet pas d'atteindre certains pôles économiques de la Côte d'Ivoire. Il y a encore des zones qui sont très bien enclavées, malheureusement, et ces zones-là engorgent certaines richesses. D'où, on a parlé tout à l'heure de la balance économique, où il y a 17 millions de marchandises qui sont importées, et il y a 7 millions de marchandises qui sortent. La productivité faite dans ces zones ne sort pas, que ce soit des cultures pérennes ou des cultures de denrées immédiates. On a des plantations dans lesquelles pourrissent la nourriture pendant que certains Ivoiriens n'ont pas à manger dans certaines villes de la Côte d'Ivoire. Il faut des routes pour pouvoir les connecter en fait. Okay. Vous voulez intervenir là-dessus? D'accord. Okay. Pour rebondir un peu sur ce que M. Tako a dit, il n'y a pas d'égale répartition, si vous voulez, de ce vaste programme d'infrastructures routières. L'État fait tant bien que mal, hein, parce qu'il faudrait qu'on soit clair. Une infrastructure routière, ça coûte de l'argent. C'est extrêmement cher. Voilà, c'est extrêmement cher. Donc, l'État ne peut pas aller seul sur ce point-là. Je pense qu'on va arriver là-dessus quand on va parler de financement des infrastructures. Donc, une égale répartition, ça va être un peu compliqué, surtout que nous avons pris 30 ans de retard, comme M. Tako l'a dit, avec nos crises internes. Donc,
l'essentiel serait surtout de mettre l'accent sur nos zones productrices, on va dire peut-être de denrées alimentaires, surtout de produits vivriers, surtout que nous parlons beaucoup de cherté de la vie, parce qu'il y a des zones encore enclavées où on ne peut pas aller chercher de la nourriture, des productions, parce qu'il n'y a pas de route. Donc là, il faut mettre un accent particulier. Je ne pourrais pas vous dire normalement dans telle zone, il n'y a pas de route. Cet inventaire-là même, je ne pense pas que l'État même puisse le faire. On a une vue globale, mais quand nous sortons d'Abidjan, on voit les efforts qui sont faits quand même à l'intérieur du pays, dans certaines zones, contrairement à ce qu'il y avait avant. Il y a un gros effort qui est fait, il faut le saluer, mais il reste beaucoup à faire. Il reste énormément à faire, mais ça, ce n'est pas seulement le fait de l'État, parce que ça coûte énormément d'argent. Voilà. D'accord. Alors, pour rester dans cette même veine de dégradation du réseau routier, alors, quels seraient pour vous les défis immédiats, donc à court terme, pour essayer de mettre fin à cette dégradation de notre réseau routier? Je garde le micro? Je garde le micro? Ok. En termes de défis, moi je vais aller sur un point. Déjà, si vous parlez d'infrastructure, vous allez aller premièrement dans une planification. Vous ne pouvez pas parler d'infrastructure routière sans planification. Une fois que vous avez fait la planification, la budgétisation, l'exécution, là où il faut mettre l'accent, et là, surtout ça, au niveau de l'exécution, c'est la qualité de l'infrastructure qui est rendue. Et là, je pense que c'est à ce niveau-là que l'on pêche un peu. Prenons l'exemple de l'autoroute du Nord, le prolongement de l'autoroute du Nord. Pour ceux qui vont peut-être à Yamoussoukro ces derniers temps, arrivé à un moment, vous prenez le pan de l'autoroute, il y a eu beaucoup de réfections de voies. C'est même dangereux. Si vous dépassez un peu la vitesse autorisée, ce qui n'est pas à faire, mais c'est un peu dangereux parce que c'est un peu cabossé et souvent, même quand vous voulez faire le dépassement par la gauche, tout le monde roule sur la gauche parce que le côté droit, on ne peut pas l'utiliser. C'est cabossé. Et ça, pourtant, c'est un édifice, c'est une infrastructure qui a été saluée. Mais quand vous voyez ce niveau de... Oh, ça fait quoi? Ça fait même pas 10 ans. Ça fait même pas 10 ans, le prolongement de l'autoroute du Nord. M. Tako a dit quelque chose d'essentiel. Le président Oufoué, les routes qui ont été construites par le président Oufoué tiennent jusqu'à présent. Quand vous prenez même les voies qui vont, par exemple, l'ancienne voie, la nationale A qui fait Abidjan-Bouaké jusqu'à Korogo, vous prenez même l'épaisseur de la route au niveau de Kachula. Vous prenez l'épaisseur de la route pour vous dire l'épaisseur du goudron. Il vous fait ça. Et quand vous faites la comparaison avec nos routes actuelles, vous voyez un peu. Donc, c'est au niveau de la qualité. Donc, le premier défi qui va être là pour gérer justement ce niveau des infrastructures, la qualité de ce qui est donné, ce qui est rendu. Si ce ne sont pas des infrastructures de qualité, bien évidemment, derrière, il y aura des avenants parce qu'il y aura à refaire et ça va engendrer encore des sous. Donc, c'est au niveau de la qualité. Et après le niveau de la qualité du service rendu, il va s'asseoir maintenant le contrôle. Et ça va être au niveau des agents de l'État qui vont le contrôle, l'oseille et autres. Parce qu'il y a beaucoup souvent, vous regardez souvent sur les véhicules qui utilisent, les camions, on a beaucoup de surcharge. Il y aura ce coût-là. Donc ça aussi, ça joue sur le niveau de ces infrastructures. Et enfin, l'entretien, et ça émane de tout un chacun, l'entretien de ces routes. Malheureusement, une route, il faut l'entretenir. Et comment il faut l'entretenir? Bon, je pense qu'on va parler de ça à la question sur le financement. Donc, il faut entretenir une route. Et ça coûte aussi de l'argent. Voilà. Alors, donc nous passons également à la partie du réseau ferroviaire, puisque c'est un point assez important pour le transport des marchandises. Alors, pour vous, quels sont également les défis qu'on a à ce niveau-là, côté réseau ferroviaire, et quelles sont les possibilités de solutions qui pourraient développer par rapport à ce mode de transport qui semble, pour la population, ne pas être le mode de transport favorable puisqu'il est majoritairement utilisé pour les transports de marchandises?
Alors, le réseau ferroviaire, il est vraiment peu connu par la population. Mais je pense qu'il y a, il y a, il y a une cause sur la destruction déjà de nos routes. C'est parce qu'on n'a pas un grand réseau ferroviaire, qu'on a beaucoup de camions qui roulent n'importe comment sur nos voies et qui les abîment. Ce qu'il faut faire, c'est comme il le disait tantôt, le réseau, qu'il soit ferroviaire ou routier, il coûte très cher en termes d'investissement. À un moment donné, l'État ne peut pas tout faire. Alors notre réseau ferroviaire, il a été construit pendant les années de l'indépendance. Et je ne pense même pas qu'on ait fait 10 km ou même 100 km pour augmenter ces lignes-là. Il faut chercher un mot d'investissement. Il faut chercher un mot d'investissement. Avant d'arriver à l'investissement, il faut regarder les conséquences réelles. Alors, on sait qu'on utilise les trains à marchandises pour faire redescendre le cacao des zones de production. Mais vous voyez qu'on a une seule ligne qui part d'Abidjan et qui passe par Dimoko, si ma mémoire est bonne, et qui va jusqu'à Bobo-Dioulasso. Dans la zone de production du cacao, on n'a pas de réseau ferroviaire. Le port de San Pedro est le premier port mondial de cacao. Il n'y a pas de connexion du réseau ferroviaire. Donc à un moment donné, il y a un gap qui est là. On est tous conscients que si on veut faire redescendre réellement la marchandise, il faut interconnecter ces grandes cités-là, ces grandes villes. Donc il faut développer, il faut créer des nouveaux sites, il faut créer des nouvelles voies de train. En plus, si vous faites un tour à la gare zone 1 de Treichville et que vous voyez nos trains qui sont là, on a l'impression d'être encore dans une période moyenâgeuse en fait. Comparé à certains trains, moi j'aime bien comparer, qu'on voit en Afrique, je ne veux même pas aller en Europe, dans certains pays d'Afrique, Afrique du Nord, Afrique du Sud. Je pense qu'il y a du travail à faire. Maintenant, au vu et au su de l'État de Côte d'Ivoire, ils n'osent même pas faire les évaluations d'investissement pour les réseaux ferroviaires parce que ça coûte énormément cher. Donc il faut passer par des investissements publics-privés. Aujourd'hui, notre réseau ferroviaire est détenu par la Citarail. Ça veut dire qu'il n'appartient pas à l'État de Côte d'Ivoire. Mais la question, pourquoi est-ce que la Citarail n'investit toujours pas pour pouvoir étendre? Ou bien pourquoi l'État de Côte d'Ivoire ne va pas lever des fonds avec d'autres spécialistes de ces réseaux-là pour pouvoir couvrir, interconnecter toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire? On aurait juste besoin d'avoir une ligne Abidjan-San Pedro, San Pedro-Mans, parce que dans la zone de Mans, il y a des manganèses, il y a des minerais qu'il faut sortir. Peut-être de Mans à Odiéné jusqu'à Korogo. Fait une ceinture de la Côte d'Ivoire comme le périph' en France. Et je pense qu'il faut planifier, et il faut planifier sur peut-être les 20 prochaines années et se donner des réalisations de peut-être 100 km chaque année. Et je pense qu'on va y arriver. Mais de 1960 à aujourd'hui, rien n'a été fait en fait. Rien n'a été fait. On ne va pas tout mettre sur le dos de l'État de Côte d'Ivoire. Le constat, il est là. Et nous qui sommes des opérateurs économiques, nous qui sommes des intellectuels de ce pays, il faut peut-être ouvrir le débat pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse encore et ceux qui ne sont jamais sortis de la Côte d'Ivoire ne vont jamais emprunter le train, parce que le train aussi c'est un moyen de déplacement très rapide entre les villes, au-delà des marchandises. Mais ici, on ne va que chercher peut-être des poulets à Bobo-Dioulasso et qu'on ramène, et après on ne fait plus rien avec en fait. Voilà, donc voici un peu ma position là-dessus. Alors, donc cette question s'adresse à vous deux. C'est concernant les plans à long terme pour développer les infrastructures durables. J'insiste plus sur le mot durable parce que quand on parle d'efficience, il y a ce point de durabilité là qui devrait être mis en avant. Donc, pour vous, quels pourraient être les plans à long terme et comment cela pourrait pratiquement contribuer en fait au développement économique? Merci Joël. Bon, peut-être pour l'assistance, du moment où on parle d'infrastructures durables, c'est des infrastructures pour tenir compte de l'environnement. Ok. Donc, M. Tako en a parlé, je rebondis là-dessus. Il faut développer des réseaux de transport alternatifs. Le réseau ferroviaire,
il faut plus le développer. Quand vous prenez le circuit actuel, il répond à l'ancienne, si vous voulez, l'ancienne production cacaoyère, parce qu'il y a certaines zones sur lesquelles, par exemple, quand vous prenez la zone de Dimbokro, bon, la proportion de production de cacao dans la zone d'Imbokro dans les années 60, c'est plus la même que maintenant. Donc aujourd'hui, l'essentiel de la zone va se regrouper dans la zone de Miyagi, de Soubré et consorts. Mais là, on n'a pas de zone, on n'a pas de réseau ferroviaire. Donc il faudrait revoir, donc planification toujours, et revoir là où on peut on peut développer le réseau ferroviaire, surtout que le port de San Pedro, premier port mondial pour le cacao. Donc on va dire développer le réseau ferroviaire. Premier plan. Si nous prenons par exemple la zone du Grand Abidjan, nous avons quelque chose de magnifique qui n'est pas encore exploité à son maximum, c'est la lagune Ébrié. La lagune Ébrié quand même entoure, ceinture quand même la zone d'Abidjan. Donc si nous prenons la zone d'Abidjan qui est le poumon économique, si nous développons un peu plus de transport fluvial, je pense qu'on va aller sur là-bas, on va ainsi développer des infrastructures routiers et des infrastructures durables. Donc il y a le transport fluvial qui peut être développé. Il y a aussi le transport électrique. Je sais qu'il y a un projet de bus rapide électrique qui est en projet. En Côte d'Ivoire, c'est dans le cadre du PTUA, je crois, un truc qui va faire... Le BRT, merci. Bus relais tramway, c'est ça? Voilà, bus relais tramway. Les trolleybus, c'est des bus qui vont marcher avec l'électricité. Je crois, de Yopougon à Bingerville, je crois. Voilà. Donc, ce sont des initiatives à saluer. Il ne faudrait pas que ce soit des initiatives, il faudrait que ça arrive à manifestation aussi. Ça doit être palpable. Mais comme on a pu le dire, M. Takou et moi, ça coûte de l'argent. Donc, je pense que peut-être là, on est au niveau de mobilisation. Donc, un peu plus d'électrique. Mais aussi, si on dit un peu plus d'électrique, ça va jouer aussi sur les infrastructures énergétiques. Sommes-nous à même de pouvoir avoir des outils de ce type? Est-ce que l'électricité en Côte d'Ivoire pourra contenir tout cela? Je laisse cela à votre appréciation. Je n'ai pas quelque chose pour évaluer, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. Donc, l'électrique, si on veut avoir des infrastructures durables, c'est l'électrique. C'est développer un peu plus les infrastructures sur le côté fluvial, parce qu'on a quand même la lagune Ébrié, c'est inexploité. STL, Aqualine essaie tant bien que mal, mais on peut faire plus. On peut faire plus. Et puis, pour connecter et désenclaver certaines zones de l'intérieur du pays, on va peut-être un peu plus se pencher à la question du réseau ferroviaire, voilà, qui pourrait être une alternative pour encore des infrastructures durables. Voilà. Ok, je pense que il a dit l'essentiel. Hein, je pense il faut absolument. Moi, pour rajouter, je pense un peu plus à un plan de régionalisation en fait. Quand vous allez dans des pays développés, les routes sont détenues et il faut accepter de payer quand on veut avoir de bonnes routes. Les routes sont détenues par des régions en fait. Et ces régions-là doivent pouvoir construire ces routes ou bien des opérateurs économiques construisent avec l'appui de l'État. Et il faut rentabiliser en mettant des péages. C'est ce qui s'est fait avec le pont à péage ici où on passe tout le matin. Aujourd'hui, on est content d'économiser du carburant au lieu de faire le tour d'Abidjan pour aller vers l'aéroport. En 10 minutes, on traverse, on paye 500 francs. Donc il faut penser à une politique de pouvoir faire participer des privés avec l'État, même avec des régions, pour pouvoir faire des routes. Il peut faire des routes, il peut faire des réseaux ferroviaires qui vont s'interconnecter, un peu comme l'autoroute de CEDEAO que les gens veulent construire. Chaque pays va faire son pan jusqu'à ce qu'on soit couvert partout. Alors si on divise notre très cher pays en 10 régions, et chaque région a les moyens d'investir et de rentabiliser, de pouvoir faire la quête, récupérer ce qui a été investi, on peut pouvoir interconnecter
tous ces pans-là. Il y a une seule chose que je déplore aujourd'hui, tout ce qui a été investi dans le réseau routier dans les années 60 et 90, on aurait pu aujourd'hui les transformer en autoroute en fait. On aurait pu. On a juste un autoroute qu'on va tirer jusqu'à Korogo, mais quand vous prenez la voie, même la côtière, on aurait même pu la transformer en autoroute. On aurait même pu se servir de l'existant et créer une autre voie parallèle en fait. Pareil pour la voie qui va jusqu'à l'est, jusqu'à Bandoukou. Si l'État prend ces initiatives-là, vous allez comprendre que les autoroutes vont être beaucoup plus, on va avoir beaucoup plus d'autoroutes, ça va nous éviter beaucoup d'accidents et ça va nous interconnecter rapidement entre les villes aujourd'hui en fait. Donc il y a plusieurs solutions, mais tout est une question de modèle économique qu'on veut employer. Les dirigeants, c'est eux qui décident, mais nous, ce type de panel, ça sert à mettre des idées dans la boîte et peut-être de les faire partager en fait. Donc la route, elle est hyper importante pour l'économie. Nous, dans notre secteur d'activité, les infrastructures routières influencent sur les volumes de vente. J'en veux pour preuve, en 2009, la Côte d'Ivoire vendait en moyenne 9 000 véhicules l'année. Parce qu'il n'y avait pas de route, tout était dégradé. Et des personnes qui voulaient investir pour s'acheter des véhicules, même les entreprises, prorogeaient toujours des véhicules, des cadres pour dire allez-y, continuez, vous pouvez continuer avec. Dès l'instant où l'État a commencé à investir dans le réseau routier, on est passé aujourd'hui de 9 000 véhicules, enfin de 2009 à 9 000 véhicules, à 2023 à 25 000 véhicules vendus. Et vous voyez la ville d'Abidjan, aujourd'hui les projets des VTC qui s'installent comme Yango, des structures comme Yango, comme Uber qui s'installent, tiennent compte des investissements qui sont faits par l'État du pays. Donc plus on avance, on avancera, ce projet-là ne va pas s'arrêter que sur la ville d'Abidjan. Nous, on a des investisseurs qui veulent même encore ramener ces VTC dans la zone de San Pedro, mais ils se posent plus de questions. La ville de San Pedro, il n'y a pas de route, comment est-ce qu'on va rouler? Donc l'économie est impactée par les investissements qui sont faits dans le domaine de l'infrastructure. L'infrastructure reste la moelle épinière d'un pays, je le disais tantôt, je répète. Voilà. C'est ça. D'accord. Alors là, on a quand même parlé d'un bon nombre assez intéressant de modes de transport lagunaire qui est beaucoup plus pratique à Abidjan avec le réseau ferroviaire et même la route, mais on ne parle pas de l'utilisation de l'aérien. Alors, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Parce qu'actuellement, on arrive quand même à desservir certaines villes du pays à travers l'utilisation du réseau aérien. Ça a été pratiquement le cas sur San Pedro qui, avant la réflexion de la côtière qui est en cours actuellement, où beaucoup plus de personnes étaient beaucoup plus intéressées par utiliser les avions pour avoir accès à San Pedro pour aller beaucoup plus vite. Et maintenant, on sera peut-être réduit à 4 ou 5 heures pour arriver sur la côtière. Donc, il y a peut-être ce mode de transport-là qui va baisser en termes d'utilisation. Donc, quel est votre avis sur actuellement le développement de ce mode de transport-là qui, à mon avis, tend à ne pas très décoller en Côte d'Ivoire? Je pense que comme on le sait tous, le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire, quand vous voyagez, vous gagnez, vous partez de Korogo à Abidjan, dans l'avion, vous avez 45 jours, je crois, 1 heure de vol maximum. Je vous donne un exemple. De Johannesburg à Cape Town, vous avez 2 heures de vol et on paie 80 € par voyageur. Vous partez d'Abidjan à San Pedro, on a 45 minutes de vol, on paye 150, quasiment 200 €. Souvent, le billet peut à 200 €. Je prends euro parce que je voulais comparer à l'autre. On paye entre 100 000, 130 000, 140 000. Qu'est-ce qui justifie qu'on paye plus cher quand on part d'Abidjan et à San Pedro, où on met 45 minutes, que quand on part de Johannesburg à Cape Town? Ce sont des investissements. On parle encore d'infrastructures. On n'a pas beaucoup plus d'aéronefs. On n'intéresse pas la population à pouvoir voyager, prendre des vols. En Côte d'Ivoire, l'avion est considéré comme un voyage de luxe, en fait, même si c'est interville. Donc je pense que tout est une question de modèle économique. Il arrivera à un moment donné, on ne pourra pas se faire l'économie de ne pas utiliser les vols. Ça va s'imposer à nous.
Là, je parle encore de la Côte d'Ivoire, mais vous prenez un billet d'avion pour aller à Dakar, vous payez 500 000 francs, 455 000 le dernier billet, en économie, en classe économique. Donc, je veux dire, s'il n'y a pas d'investissement, s'il n'y a pas, si nos aéroports vont être très chers. La plupart de nos aéroports sont privatisés par des grandes compagnies internationales. En Côte d'Ivoire, on a Aéria, notre aéroport. Malheureusement, la gestion ne nous appartient pas. Quand un aéronef se pose, le nombre de temps mis, il faut payer. Donc il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans ce cadre-là. On peut avoir des aéroports qui appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire où il n'y a pas de gestion comme celui de San Pedro. On peut développer des voyages intervilles pour pouvoir aller très vite dans nos discussions. Vous prenez le cas du Nigeria, tous les hommes d'affaires, ils ont juste leur jet privé parce qu'ils veulent gagner du temps, ils veulent aller très vite. Et le temps, c'est de l'argent. Je pense qu'on est encore à un état embryonnaire dans nos pays, pour ce qui concerne la partie des infrastructures on va dire quoi, aéroportières. Donc, fort heureusement, parce que tout ce qui n'est pas fait, il faut que ça soit fait en fait. Donc, ceux qui ont encore des financements, ceux qui ont encore des idées peuvent lever des financements pour pouvoir investir dans ce domaine d'activité. Mais ce qu'on sait, c'est que les coûts, la rentabilité est très très minime en fait. Notre chère compagnie Air Côte d'Ivoire, qui existe depuis plus de 10 ans, qui a été relancée depuis plus de 10 ans, n'a pas encore rentabilisé ses investissements. Donc ce sont des choses à voir de près avec des spécialistes du domaine. Vous avez un avis là-dessus? Oui. M. Tako a dit, quand vous faites un comparatif des taxes aéroportuaires, vous vous rendez vite compte que nos aéroports coûtent très cher. Et ça joue sur le coût des billets. Et du moment où les coûts des billets sont prohibitifs, vous ne pouvez pas avoir un maximum de personnes qui peuvent se permettre de faire un Abidjan au Djenné quand ils le veulent, quand ils le désirent. Donc, ça va jouer sur justement des infrastructures aéroportuaires. C'est un mode à développer. On va pouvoir le tester avec la CAN 2024. Heureusement, Dieu merci. Mais il faudrait qu'au niveau du coût qui est supporté, par exemple, sur les billets, on puisse revoir cela. Et ça demande énormément d'investissement. Du moment où vous parlez d'infrastructure, c'est énormément d'investissement. Donc, il y a tout un cadre, tout un environnement avec lequel il faut tenir, il faut prendre en compte qui n'est pas si simple. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple. Tout dernièrement, il y avait les éléphants qui jouaient à San Pedro. Et moi, j'étais au boulot, j'ai dit, bon, le max, c'est le samedi à 19h. Je vais partir le samedi dans l'après-midi. Bon, déjà, il n'y avait pas de vol. J'ai dit, bon, si je pars la veille, tu vas à San Pedro, il n'y a pas d'hôtel. Donc, vous voyez ce que ça fait de ne même pas se déplacer dans notre propre pays, en fait. Tout ça sont des questions d'infrastructure. Tu veux partir tôt le matin à 7h, la sortie de Yopougon, tu mets 3 heures de temps, tu ne peux pas sortir de Yopougon. Ça veut dire que tu arrives, le match, il est terminé. Tu dis, bon, je vais partir le vendredi, tu ne peux pas partir. Tu cherches à booker les hôtels, non, tout est pris, il n'y a pas d'hôtel. On est bloqué et c'est vraiment déplorable qu'on soit impuissant face à ce genre de choses. On parle aujourd'hui de routes, mais l'infrastructure, il n'y a pas que la route, il n'y a pas que les routes. Il y a le télécom. Il y a des moments où vous êtes dans une zone, il n'y a pas de fibre optique, rien ne marche. Il n'y a pas d'hôtel. Aujourd'hui, comme mon très cher ami le disait, on va tester notre capacité de pouvoir accueillir des gens au cours de la CAN. La CAN, c'est dans 3 mois. Les officiels vont venir 1 mois avant. On verra quelle est la capacité de la Côte d'Ivoire de pouvoir accueillir des gens, plus de 3 millions de personnes en même temps, qui vont se déplacer dans tous les sens. J'espère qu'on ne sera pas comme à la gare d'Agamé où on essaie où aller en fait. Aujourd'hui, on n'est même pas capable de pouvoir rendre digitalisé le transport commun avec des bus qui se déplacent, enfin les bus intervilles. Il faut se présenter à la gare pour pouvoir négocier une place quand tu as envie de partir.
En Europe, il y a ce qu'on appelle les blablacar, tu réserves, tu arrives, le bus est là, tu sais l'heure à laquelle tu pars. Aujourd'hui, tu veux laisser ta voiture, tu veux aller à Yamoussoukro, tu arrives à la gare, je plains mes parents baoulés pour Paquinou. C'est-à-dire c'est un gros désordre, mais bon, on devrait pouvoir s'organiser pour pouvoir trouver des solutions à toutes choses en fait. Malheureusement, bon, on est là ce matin pour mettre les doigts sur les plaies en apportant des ébauches de solutions. Voilà quoi. Merci. D'accord. Alors, je profite en même temps pour parler de la CAN qui sera là dans 3 mois. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'état de nos infrastructures à date? Parce que, comme vous l'avez bien dit, il y aura du monde, pratiquement tous les pays africains seront là. Donc, c'est clair qu'il y aura un bougement dans la ville et plein d'effets sur les hôtels, sur nos routes également pour les déplacements pour arriver au boulot et autres. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Quel pourrait être l'impact sur la population et même sur nos infrastructures? J'essaie de faire un comparatif. Est-ce que les Jeux de la francophonie ont drainé plus de monde que ce que la CAN va drainer? Je pense que la CAN va drainer un peu plus de monde parce que tout le monde rêve de venir à Abidjan. Voilà. Donc on va avoir plus de monde. Est-ce qu'on a réussi avec les Jeux de la francophonie? On peut dire oui, mais la CAN c'est 2 fois plus. Et M. Tako a dit, c'est plusieurs infrastructures. Il ne faudrait pas que nos visiteurs viennent à San Pedro et puis à un moment ils n'arrivent pas à se connecter à Internet. Il ne faudrait pas qu'ils arrivent et puis il n'y a pas de réseau. Vous voyez, les infrastructures, c'est bien plus. C'est bien plus que ce que nous le thème de ce panel, ça se limite aux infrastructures de transport, les infrastructures routières, mais les infrastructures, c'est le télécom, c'est l'énergie, c'est vaste. Donc notre capacité sur le réceptif, d'abord les infrastructures sportives, on a l'élément certificateur par excellence qui a démontré déjà une première faille. Heureusement qu'on a eu la faille, on a découvert la faille maintenant. Pour les autres stades, on attend d'avoir l'élément certificateur pour voir s'il y a problème ou pas. À ce niveau, je pense qu'on a fait quand même, il y a un bon travail qui a été fait. On va voir ce que ça va donner pour les autres. À mon niveau, où là j'ai beaucoup de craintes, c'est en termes de réceptifs hôteliers. Pour le simple match Côte d'Ivoire, les autos, M. Tako a pris son exemple, il voulait partir, il ne peut même pas réserver de chambre parce que tout est pris. Tout est pris. Donc imaginons un seul instant, nous sommes pendant la CAN. Imaginons le Cameroun est logé à San Pedro. Imaginons l'Algérie est logée à San Pedro. Et on n'a pas de réceptif hôtelier pour recevoir tout ce monde-là. Ça va poser un problème. Peut-être des personnes pourront dire, ils vont rester à Abidjan et ils vont vouloir prendre la route pour anticiper le jour de ces matchs-là. Pour sortir de GESCO déjà, c'est à quoi donner l'exemple, hein? C'est au moins 3 heures de temps. Donc imaginons maintenant pendant la CAN. Moi j'ai beaucoup de doutes sur nos capacités de réception. On nous a parlé de... Bon, je ne sais même pas comment ils vont faire. Hein. Je ne sais pas comment ils vont faire. Parce que même si vous avez des hôtels qui sont réservés pour les équipes et autres, bien pour les visiteurs, est-ce que tout le monde pourra être accueilli convenablement? Je reste encore sur ma faim en termes de réceptifs hôteliers. Après cela, je pense que bon, on pourra gérer ça entre nous. Mais sur les réceptifs hôteliers, j'ai beaucoup de craintes. Sur le réseau de transport, la dernière fois, j'ai entendu le COCAN qui disait, par exemple, ils ont fait un test pour les équipes qui pourraient être logées à l'hôtel Ivoire. Ils ont fait un test pour rejoindre le stade des Bempé avec des véhicules motorisés qui vont escorter les équipes. Ils ont fait en moyenne hôtel Ivoire et Bempé en 25 minutes. On verra pendant la CAN. Je pense que c'est le sujet, mais bon, malheureusement, notre CAN, c'est une CAN à 24 clubs. Vous allez peut-être me dire que des pays comme le Gabon, qui sont peut-être 10 fois plus petits que le nôtre, ont organisé, mais là, on passe à 24 équipes, en fait. C'est 24 pays qui vont se donner rendez-vous. C'est pour ça qu'on essaie d'attirer l'attention de tout le monde.
On est ivoirien, on ne veut pas être ivaro-pessimiste, mais bon, on veut absolument que les choses se passent très bien en fait. Voilà. Nous allons essayer de parler de transparence dans la priorisation des différents projets d'infrastructure de transport. Alors, comment vous imaginez le cadre politique et réglementaire qui est mis en place pour pouvoir prioriser ces différents projets d'infrastructure-là, tout en tenant compte bien sûr des ressources financières qui sont limitées et autres? Très bien, si vous prenez déjà le cadre, je pense que le cadre juridique et réglementaire, il est bien fourni en termes d'infrastructures de transport. Je crois que quand vous remontez, il y a eu une loi en 2009 sur la réforme du transport terrestre. Après, il y a eu plusieurs réformes qui ont eu lieu jusqu'à la dernière réforme qui date, je crois, de 2019 avec la création qui instituait la création du PTUA et autres. En termes de cadre, en Côte d'Ivoire, le problème, ce n'est pas le cadre. Le cadre juridique et réglementaire, il est toujours bien posé, il est bien précis, il est adéquat même au pays que l'on a. Le problème, c'est l'opérationnalisation. Le véritable problème se situe au niveau de l'opérationnalisation. Et c'est là qu'il y a certaines fois des failles. Sur les niveaux de transparence, vous savez, quand vous êtes sur de grands projets, par exemple, d'infrastructure, du moins on engage, ce sont des centaines de milliards, et dans le mode de financement, on a beaucoup de partenariats publics-privés. Donc on va avoir l'État qui va donner une partie, le privé va donner une partie, et puis derrière, il y aura une concession sur l'exploitation du bien infrastructurel qui va être construit. OK? Et ça, les bailleurs sont beaucoup vigilants là-dessus. Donc, au niveau de la transparence sur ces types d'infrastructures-là et ces modèles de financement, hein, que je trouve adéquats, parce qu'à ce stade, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas construire à lui seul des infrastructures routières et autres. C'est le partenariat public-privé qui va beaucoup nous aider, ou à la rigueur des dons. Par exemple, quand vous prenez l'échangeur ivoiro-japonais, la coopération japonaise et ivoirienne, c'est un don. C'est un don. Donc, du début des travaux jusqu'à la fin, la coopération japonaise veille à cela. Donc, vous n'arrivez pas à entendre certaines choses qui ne sont pas intéressantes à entendre souvent. Donc, en termes de transparence, quand vous êtes sur de grands projets comme ça, où il y a une forte mobilisation de deniers, je pense que c'est assez transparent parce que les bailleurs veillent à cela. Les bailleurs veillent à cela. Maintenant, ça ne devrait pas normalement se limiter aux projets publics-privés, même des projets en interne. Ne serait-ce qu'une ouverture de voie, on doit avoir la même transparence. Mais est-ce que c'est le cas? Non, je ne le pense pas. Voilà. Ok, pas de souci. Là, on va maintenant parler avec M. Jean Takrou, notamment sur la partie concession, étant donné que vous êtes concessionnaire et vous fournissez des véhicules à la population. Vous avez parlé du fait qu'on passe de 9 000 en 2019 et en 2009 plutôt à 25 000 véhicules maintenant. Donc ça revient à dire qu'il y a une forte dégradation ou une forte émission de gaz au niveau du transport. Alors, vous, en tant que concessionnaire, quels sont les éléments que vous essayez de mettre en place pour réduire également ces émissions-là qui ont également des impacts sur nos différentes infrastructures, étant donné le grandissement de nos différentes flottes en Côte d'Ivoire? Okay. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une évolution. Avant, les véhicules utilisés, c'était beaucoup plus au gasoil. Et pour des questions environnementales, on est passé à l'essence. Aujourd'hui, en Europe et dans les pays asiatiques, il y a une mutation qui s'est faite où, quand vous prenez le cas de la Chine, 30% des véhicules utilisés en Chine sont électriques. En France, en 2035, on sera à 90% des véhicules utilisés qui seront sur des véhicules électriques. Nous, on se prépare à faire ce passage-là, que ce soit ma concession, bien pour les concurrents. Mais là, on va encore revenir sur des questions
d'infrastructures. Parce que les bornes, ça constitue quand même un pan, et c'est un métier qui va se créer en Côte d'Ivoire. Le bornage, les installations des bornes dans les concessions, dans les domiciles, c'est un métier qui va se créer. On est prêt à pouvoir importer. D'ailleurs, j'ai reçu mes premiers bons de commande sur des véhicules électriques qu'on va fournir avec des bornes. Ces bornes seront installées à domicile chez les clients. Mais le temps d'utilisation d'autonomie, c'est 300 km/jour. C'est-à-dire que tu achètes ton véhicule, tu le roules que sur Abidjan. Tant qu'on n'a pas développé un vrai réseau d'installation de bornage, l'installation de bornage veut dire qu'il faut de l'électricité, il faut stable, il faut des infrastructures. Si on est encore sur des pistes, on ne va pas aller installer des bornes là-bas. Donc c'est vraiment un gros chantier que doit porter l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est sur la partie, on va dire quoi, infrastructure. Sur la partie fiscalité, en Europe et certains pays africains, au Bénin, il y a une exonération à 100% sur tous les véhicules électriques, motos et véhicules électriques. L'État de Côte d'Ivoire peine encore à prendre des décisions dans ce sens. Donc ça veut dire quoi? Quand vous achetez un véhicule parce que les véhicules à l'achat sont très chers, ils coûtent quasiment 2 fois plus cher que les véhicules à essence. Normalement, si vous avez l'exonération, vous pouvez être motivé parce que vous ne polluez plus en fait. Et dans la loi fiscale 2023, on n'a pas eu droit à cet article. Donc on espère qu'en 2024, l'État de Côte d'Ivoire va exonérer quand même si c'est à 90%, 115% les utilisateurs de véhicules. Ça va motiver des investissements dans ce domaine d'activité. Mais il faut toujours commencer par l'installation des bornes. Et l'installation des bornes, la CIE a déjà commencé une étude, mais est-ce qu'il peut y avoir une couverture à 100% des grandes villes de la Côte d'Ivoire? Parce que quand je pars d'Abidjan, avant d'arriver à Yamoussoukro, j'ai déjà peut-être consommé mes 300 km. Il faut une ville intermédiaire où il y a des bornes où je peux me recharger. Et les bornes, on a deux types de bornes. On a des bornes qui rechargent, qui mettent 9 heures de temps pour charger. On a des bornes qui sont à 60 kW, qui chargent à 30 minutes. Ça veut dire que, imaginons qu'on vende peut-être ne serait-ce que 500 véhicules sur la ville d'Abidjan. Où est-ce qu'on va se charger? Est-ce qu'on est capable d'attendre 9 heures de temps à une station? Donc, c'est encore des questions d'infrastructure. Il faut absolument poser les bases des installations de ces bornes avant de passer à l'importation de véhicules. On est motivé à le faire. Certains clients sont déjà prêts à pouvoir investir dans des acquisitions. Mais il faut une volonté politique. Il faut peut-être des privés encore qui peuvent voir le flair, qui vont sentir le business pour investir dans ce domaine d'activité. Donc aujourd'hui, c'est une question, ce n'est plus une question de mode, c'est une question environnementale, c'est une question de pollution. Vous voyez comment est-ce que les saisons ne sont plus les vraies saisons. Même en janvier, il pleut, en décembre, il fait plus froid, il n'y a plus d'harmattan comme avant. Tout est chamboulé. Donc on est obligé de faire attention à moins polluer. Et pour moins polluer dans l'automobile, il faut passer automatiquement à l'électrique. D'accord. Alors, comme dernière question pour essayer de boucler ce panel-là, c'est de savoir, selon vous, quel est en fait l'impact du développement de ces infrastructures-là sur notre économie? Donc, quel est l'impact financier? Donc, il y a sûrement des impacts assez intéressants. Et à quel niveau on pourrait arriver si on essaye à travers toutes vos différentes propositions, si on arrive à atteindre ce différent cap-là, quelles pourraient être les retombées sur notre économie? Je pense que dès l'entame de nos propos, on avait planté déjà le décor. Aucune croissance de PIB sans développement d'infrastructures. M. Tako a pris l'exemple du secteur automobile. 2009, avec des routes dégradées, on était à quoi? 9 000 ventes. De véhicules neufs, on parle de véhicules neufs. 9 000 ventes. En 2023, on a 25 000 ventes de véhicules neufs. On a plus de 500% de croissance. Ça donne déjà la réponse. Sans infrastructure, excusez-moi, pas de développement.
Certains disent s'il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de développement. Oui, il faut du goudron pour qu'il y ait le développement et ça va jouer énormément sur la croissance économique. Parce que les infrastructures, l'interconnexion entre les villes, les échanges, ça va développer les échanges entre les villes, ça va favoriser le déplacement de personnes et de marchandises entre ces villes. Et ça, c'est le business que nous sommes en train de faire comme ça. Donc, bien évidemment, là, quand on prend seulement les infrastructures routières, plus d'infrastructures routières mises en conformité, bitumées, ça va développer les échanges, ça va développer le secteur du transport et bien évidemment, ça va contribuer à la croissance économique. Si vous partez sur le secteur énergétique, on a une population qui ne fait que croître. Donc, il y a des besoins énergétiques qui se posent. Quand vous voyez, par exemple, les perspectives avec M. Takou, qui veulent maintenant mettre un peu plus d'accent sur des biens durables avec des voitures électriques. Mais il faudrait qu'on ait une capacité de production d'énergie qui puisse absorber tout cela. Donc, il faudrait faire des investissements. Et ça va encore favoriser de la croissance. Quand on prend les infrastructures télécom, il y avait une statistique de l'ARTCI qui disait que nous sommes 29 millions, non? Ouais, 29 millions à peu près d'Ivoiriens, mais il y a 35 millions d'utilisateurs. Donc, au minimum, un Ivoirien a au moins 2 portables. Au minimum. Au minimum. Vous voyez? Mais s'il n'y a pas d'investissement dans les infrastructures de télécom, combien d'Ivoiriens va avoir? Pourquoi un Ivoirien va avoir 2 portables? Mais ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc, en réalité, les infrastructures précèdent le développement. Et du moins, il y a le développement, il y a de la croissance derrière, parce que c'est un schéma assez vertueux. Donc, je pense qu'on a besoin d'infrastructures, et surtout d'infrastructures de qualité. Voilà, c'est bien de faire des infrastructures, mais surtout des infrastructures de qualité, parce que ça va durer dans le temps. Voilà un peu. Ce que je voulais juste rajouter à ce niveau, moi je vais schématiser. Hein. C'est-à-dire, on est dans la zone sud de la Côte d'Ivoire où on produit de la banane. Il y a des moments où la banane elle est en abondance. Celui qui a Korogo, il a peut-être besoin de manger le foutou, mais on ne peut pas lui remonter la banane. Tout ce qui se produit, c'est-à-dire les seules voies qu'on a, c'est qu'on descend vers Abidjan en fait. Alors qu'on peut prendre la banane à Korogo, qu'on enverrait à Bandoukou, et celui qui produit son igname à Bandoukou peut ramener ces ignames-là dans le sens inverse, mais on n'a pas de commerce interville. Ça n'existe même pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que les villes ne sont pas connectées en fait. C'est trivial, c'est simple, mais je dis c'est le schéma qui illustre qu'il faut encore investir rien qu'entre les villes, rien qu'entre les régions. Il y a des gens qui produisent du riz, d'autres en ont besoin. On ne peut pas se servir, ne serait-ce qu'entre nous Ivoiriens, on ne peut pas se servir dans nos productions. Il y a encore, je répète, il y a encore des productions qui pourrissent bord champ, parce que les camions, quand elles vont, on n'a pas les 111 000 km de piste, mais c'est un galère quand il pleut, c'est 111 000 km de piste en fait. Et ces camions s'embourbent, on ne peut pas ramener ce qu'on a produit, et malheureusement, on ne peut pas se nourrir, pas parce que les Ivoiriens sont paresseux, pas parce que les Ivoiriens ne produisent pas, mais parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour se servir entre nous en fait. Donc, c'est un mot de fin hein, ou bien il y a encore des questions? D'accord. Mon mot de fin, c'était juste dire que, comme on l'a dit, comme Jean-Marie le disait, les infrastructures sont la clé de tout développement. Dans nos villages, essayons de voir quel est le à minima, qu'est-ce qu'on va faire. On remonte encore 10, 15 ans en arrière, il n'y avait pas d'électricité dans les villages. Aujourd'hui, quand vous allez dans les villages, les gens ils ont de l'électricité, ils sont passés à un autre niveau de développement, rien que dans leur tête en fait. Les enfants n'utilisent plus sous des lampes tempêtes. Aujourd'hui, les mêmes émissions qui sont regardées par nos enfants à Abidjan